Ben là. Salut tout le monde, bienvenue au 8e épisode de Ben là. Ben là. On vous propose cette semaine un invité spécial de la Belgique et de la France. Ben là. Ben là. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, deux personnes d'exception, une de la France et une de la Belgique. Et dans le fond, l'objectif, c'était de comparer, dans le fond, les rentrées scolaires qu'eux, ils ont vécues en Belgique et en France, comparativement avec ce qu'on a vécu, nous, ici au Québec. Je trouvais ça intéressant de pouvoir comparer les trois, finalement, parce que, bon, on se dit, est-ce qu'on est les seuls à vivre ce que l'on vit au Québec? Est-ce que les autres le vivent de la même façon? Les enjeux avec les jeunes, les enjeux pédagogiques, est-ce que l'enjeu technologique, l'enjeu du Wi-Fi ou du Wi-Fi qu'on appelle? Alors, sans plus tarder, je vous présente notre premier invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. OK, alors, bonjour tout le monde. J'ai le privilège d'avoir aujourd'hui un ami qui s'appelle Jean-Pierre Schild, dans le fond, qui travaille en Belgique comme professeur et aussi s'occupe des étudiants à l'international. Donc, bonjour Jean-Pierre, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Merci, Benoît. Donc, dans le fond, vous, ça fait quoi? Vous allez commencer votre quatrième semaine, dans le fond, dans la semaine du 10 octobre, là, vous allez commencer votre quatrième semaine de cours. Alors, comment s'est déroulée votre rentrée avec les étudiants et avec les professeurs? Ben, je vais dire que la rentrée cette année, j'espère que vous comprenez l'accent belge. Donc, la rentrée cette année était forcément un petit peu spéciale, vu que, comme au Québec, nous sommes en code couleur pour le coronavirus et nous sommes en code jaune, ce qui veut donc dire chez nous qu'on peut occuper un siège sur deux. Et donc, vu le nombre d'étudiants assez élevé à Elmo, nous avons dû faire un mix entre les cours online et les cours en présentiel, en face-to-face, ce qui pour les étudiants est assez, je dirais, anxiogène, parce qu'on a connu cela depuis le mois de mars et je dois dire qu'on a pu réaliser que un cours en présentiel avec un professeur dans la classe, c'était quand même mieux qu'un cours par un écran interposé. Donc, on a eu beaucoup de commentaires d'étudiants qui nous ont dit ah, c'est quand même mieux quand on peut avoir le professeur en classe, quand on est avec nos copains en classe, quand on peut demander des explications en classe, etc. Donc, on a pu remarquer que les cours online, c'est pas mal, ça peut amener quelque chose, mais que les cours en présentiel, en classe, c'est quand même mieux. Et donc, on a cette année un mix entre les deux. On est obligé de donner une certaine partie de nos cours online et une autre partie, on peut les donner en classe avec nos étudiants. Et bon, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer parce qu'on voit en Belgique, comme un peu partout dans le monde, que le coronavirus est toujours là et qu'il s'étend à nouveau. Et donc, on s'attend assez brièvement, je crois, assez vite à devoir retourner à des cours uniquement online, ce Donc là, qui ne ravit personne. actuellement, euh, les cours ont repris, dans le fond, un peu normalement sous forme hybride. Oui. Toi, comme professeur, comment tu t'es adapté à cette réalité-là? Tu es quand même un professeur d'expérience. Tu as vécu Oui, plusieurs. je suis en fait carrière, donc il faut dire que nous n'avions absolument pas l'habitude, en tout cas pour moi, mes jeunes collègues, c'est un peu différent, mais d'utiliser l'Internet et Zoom ou Teams ou des outils comme cela pour donner nos cours. En tout cas, moi, c'était tout à fait nouveau. J'ai découvert ça au mois de mars et fatalement, on s'est adapté parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Et je dois dire que j'y ai trouvé certains avantages, mais que malgré tout, je préfère, et j'étais tellement content ici au mois de septembre de retrouver mes étudiants, ma classe, même si les outils online nous ont permis de continuer à travailler, ça il faut quand même le dire. Ce n'était pas vraiment la même chose que si on était en classe, mais ça nous a permis de continuer, notamment de faire passer les examens au mois de juin et au mois de septembre, ce qui aurait été tout à fait impossible si on n'avait pas eu ces outils virtuels.
La réalité des étudiants maintenant, c'est sûr que le coronavirus puis le fait d'enseigner à distance ou en fait en formule hybride ont changé un peu la donne. Dans le fond, tantôt tu parlais que c'est un peu anxiogène auprès des jeunes. C'est quoi le feeling que tu reçois des étudiants dans tes cours? Ben, le feeling, c'est surtout ce stress qu'ils ont d'abord de la panne technique, tu vois. Et j'ai des étudiants, par exemple, où on avait fait un horaire d'examen et on leur avait dit, voilà, tu passes ton examen à 11 heures du matin en anglais chez moi. Et elle m'envoie un mail en me disant, écoutez, moi j'habite dans un petit village au milieu de la forêt, la connexion Internet le matin est très faible, et donc j'ai peur que la connexion ne soit pas suffisante pour avoir un examen dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il serait possible de changer mon horaire d'examen? Voilà un exemple tout à fait concret. Ou bien un étudiant qui me dit, on habite à 6 dans un petit appartement, j'ai des petits frères et des petites sœurs, il y a un ordinateur pour toute la famille, c'est difficile pour moi d'avoir un ordinateur à tel moment de la journée ou des choses comme ça. Donc, je crois qu'il y a eu d'abord cette crainte de ne pas avoir l'outil informatique bien performant, cette crainte aussi de se retrouver avec un écran interposé. Enfin, moi, je ne sais pas, moi, je suis professeur d'anglais et d'allemand, donc je suis un professeur de langue, et donner un cours de communication en anglais avec un écran et un micro, c'est pas la même chose que de parler en face-to-face avec mes étudiants. Et donc, il y a des étudiants qui, une fois qu'ils devaient se connecter à mon cours, par exemple, ben, ils n'étaient pas là. Ils ne se connectaient pas. Ou bien alors, ils sont connectés, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Ça n'est pas vraiment la même chose qu'un cours en présentiel. Effectivement, quand tu enseignes avec plusieurs écrans noirs, qu'on ne voit pas le Voilà. visage, c'est excessivement difficile. Je sais que nous, de notre côté, il n'y a pas nécessairement d'obligation, surtout par exemple quand le cours est enregistré. Les étudiants, dans le fond, n'ont pas l'obligation dans le fond, d'ouvrir leur caméra parce que le cours est enregistré. Et ça, c'est Tout à leur. fait. Donc, par contre, quand c'est un examen, là, à ce moment-là, ça change parce qu'on n'enregistre pas la séance, mais les étudiants doivent obligatoirement ouvrir leur caméra pour souci de surveillance et Ouais, tout à fait. Mais là, sur les examens, je voudrais bien dire quelque chose parce que faire un examen online en anglais, par exemple, ben, c'est très difficile de vérifier si l'étudiant a vraiment bien saisi toute la matière parce que c'est pas la même chose que quand tu fais un examen écrit, par exemple. Et donc, il y a des matières qui ont été testées online et tu vois que les étudiants les ont réussi, se retrouvent dans l'année après, l'année supérieure, et tu vois manifestement qu'ils n'ont pas le niveau parce que la manière dont ils ont été testés n'était pas aussi, pour nous en tout cas, efficace qu'un examen en conditions normales. Et moi, je remarque ici maintenant dans l'année 2, en bac 2, que fatalement, j'ai des étudiants qui ne sont pas à leur place parce que simplement les conditions de testing ont été plus simples pour eux et nous n'avons pas pu être aussi, entre guillemets, stricts qu'un examen conventionnel. Et donc, ça aussi, ça les stresse parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les bases qu'ils auraient dû avoir dans l'année 1. Ils ne les ont pas, mais ils sont quand même en année 2. Et donc, ils se demandent si ce n'est pas en année 2 qu'on va les arrêter, par exemple. Donc là, c'est toute l'acquisition des connaissances initiales pour être capable d'avoir une formation adéquate est un peu en Exact. quelque sorte challengé. Je sais que nous, de notre côté, c'est sûr qu'en administration, en comptabilité, tout ça, en gestion, c'est un peu plus, je pense, un peu plus facile. Mais tu sais, Ouais. C'est quand plus mathématique. oui, exactement. Puis, tu sais, à distance, tu sais, comme par exemple, là, je donne un cours qui s'appelle Gestion d'information. Et dans ce cours-là, les étudiants, justement, doivent apprendre à gérer, justement, l'information, une recherche d'information, comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on la traite, ainsi de suite, comment on la diffuse aussi par la suite, Ouais. et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour la prise de décision dans l'entreprise. Alors, tu sais, c'est des compétences que tu peux développer, justement, à distance parce que l'exécution va passer premièrement par un ordinateur, va passer par l'utilisation du web, puis après ça, c'est toutes les compétences alentours qui vont nous permettre dans le fond, de faire le travail. Donc, le défi est différent. Tout à L'acquisition fait. des compétences s'ajuste autrement, mais tu sais, dans le cadre, par exemple, d'un cours de langue ou tu sais, il y a certains cours de sciences, des fois que ça peut, tu sais, on peut faire de l'ajustement pédagogique, mais tu sais, à un moment donné, on devient aussi limité un peu en quelque sorte avec l'électronique, dans le fond, avec cette distance-là. La façon de Ouais. faire le
contrôle, et ainsi de suite. Autre sujet, Jean-Pierre, pour avoir été à 2 reprises en Belgique, j'avais remarqué justement que, dans le fond, vos bâtiments étaient quand même assez serrés dans le sens qu'on a les couloirs, les cages d'escalier, tout ça. Alors, comment ça se déroule dans le fond? Est-ce que vous avez moins d'étudiants? Je présume qu'il y en a qui sont en ligne, il y en a qui sont en présence. Oui, Est-ce qu'il y a moins c'est ça. d'étudiants dans vos buildings que On d'habitude? on ne peut pas avoir plus de 75% de l'espace occupé. Donc, on a dû faire des sens de circulation dans l'école. Donc, on ne peut prendre les escaliers, par exemple, que dans un sens. Hein. On ne peut prendre que les escaliers dans un sens. Donc, on peut les monter, mais on doit descendre par un autre côté. Et c'est vrai qu'il y a moins d'étudiants sur le campus parce que certains cours se donnent en ligne et on ne peut pas dépasser, en fait, 75% de capacité d'étudiants sur le campus. Puis tu parlais tantôt de connexion Wi-Fi, comme vous dites, donc pour Oui, oui. l'Internet. Tu sais, en Belgique, là, est-ce que la couverture Internet est quand même bonne? Tantôt, tu donnais l'exemple d'une étudiante qui était dans un endroit où c'était plus difficile un peu sur la connexion Internet. Mais est-ce que l'accès Internet en Belgique est quand même bon? L'accès Internet est bon, sauf dans les régions, et pourtant on a un tout petit pays, tu l'as vu, hein, c'est un tout petit pays, mais dans les Ardennes, chez nous, donc il y a quand même une partie de la Belgique qui est très boisée, qui me fait très fort penser au Canada d'ailleurs par certains aspects, où ce sont des tout petits villages, et donc la couverture est encore dans ces endroits-là, vu qu'il y a moins d'habitants, elle n'est pas aussi performante que dans les villes. Mais sinon, en général, je dirais que dans 99% du territoire, elle est bonne, voire très bonne. Mais dans les petits villages reculés, parfois, c'est un peu plus problématique. OK. Juste, on continue là-dessus. Tantôt, tu parlais de code de couleur. Effectivement, nous aussi, on a abordé avec un code de couleur. Actuellement, la Belgique, là, dans votre zone, vous êtes codé quoi? Vous êtes jaune, je crois? Oui, ben à l'école chez nous, on est jaune, donc ce qui n'est pas mauvais. Dans mon village où tu es venu chez moi, quand tu es venu chez moi, on est encore vert, donc c'est très vert. Mais à Bruxelles, c'est rouge de chez rouge. Donc Bruxelles est extrêmement rouge, notamment certaines parties de la ville de Bruxelles. On disait hier à la télévision que Bruxelles est la ville la deuxième plus contaminée en Europe après Paris. Donc, tu as Paris, puis Bruxelles, puis Madrid. Ce sont les 3 villes les plus contaminées en Europe. Donc là, quand vous tombez en zone rouge, là, qu'est-ce Ouais. qui se passe? Quand tu tombes en zone rouge, ça veut dire que quand tu rentres de là-bas, où tu dois te mettre en quarantaine, et la quarantaine chez nous a été réduite à 7 jours. Donc, tu dois t'isoler pendant 7 jours et tu dois aller te faire tester dans un hôpital sur ordre de ton médecin de famille. Donc, tu vas te faire tester. Si le test est négatif, après 7 jours, tu peux retourner travailler, tu peux revoir des gens, etc. Si le test est positif, tu dois, après 5 jours, aller te faire retester. Et à ce moment-là, si c'est toujours positif, tu dois refaire une quarantaine de 7 jours. Et puis, après 5 jours, retester. Donc là, il y a vraiment des impacts là, sur. C'est quasiment. Là, si on prend le premier 7 jours, après ça, un autre 5 jours, tout dépend. Ouais, c'est ça. On se ramasse, on est quasiment. Quoi? On a un minimum de 13 jours, 14 jours dans lesquels Exact. on est Et confiné. bon, par exemple, mon fils hier a travaillé avec un collègue qui joue dans une équipe de volleyball et 3 de ses coéquipiers ont été testés positifs. Mon fils a travaillé 4 jours avec ce collègue, donc il ne peut plus venir voir mes parents. Par exemple, je suis chez mes parents aujourd'hui, il ne peut plus venir voir mes parents parce que mes parents sont âgés et donc il doit se mettre en quarantaine et il devra aller se faire tester si son collègue est testé positif. OK. Donc, c'est vraiment juste s'il est testé positif. C'est ça. Ouais. Donc, il n'y a pas de prévention. Mais en général, les gens, quand ils ont été en contact avec des gens qui sont positifs, se mettent eux-mêmes en quarantaine. Ils s'isolent assez facilement pour une semaine. Moi, par exemple, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui s'appelle Corona Alert. Et cette application m'envoie un message si j'ai été en contact avec une personne qui a été testée positive. OK, ben tu vois, ça a été annoncé par le gouvernement du Canada. En fait, il y a de cela, je pense, facilement quelques semaines dans lesquelles ils nous invitaient à télécharger justement une application dans le même type que la vôtre.
Et là, le gouvernement du Québec, la semaine dernière, dans le fond, on dit, en fait, en début de semaine, cette semaine, on dit, ben écoutez, on a décidé de prendre l'application du fédéral puis de l'utiliser comme moyen justement de savoir quelles sont les relations, ainsi de suite, entre les cas. Donc, tu vois, il y a vraiment un parallèle super intéressant à faire. Exact. Revenons peut-être sur les zones rouges. Donc là, je pense que vous avez, dans le fond, dans le coin de Bruxelles, vous avez des fermetures qui ont été annoncées, étant donné que c'était des zones rouges. Comment ça se passe à ce niveau-là? On n'a pas encore, pour le moment, si tu veux, de lockdown, hein, on n'a pas encore de confinement. Comme par exemple à Madrid, en Espagne, ils ont carrément confiné un quartier de Madrid, si tu veux. Il y a tout un arrondissement de Madrid où on ne peut plus entrer ni sortir. Ce n'est pas encore le cas en Belgique, mais si ça continue à s'étendre comme ça s'étend pour le moment, j'ai bien peur qu'on doive y arriver, quoi. Et qu'on dise, par exemple, je ne sais pas moi, à Bruxelles, il y a 19 communes à Bruxelles, ben, qu'on dise les 3 ou 4 communes les plus rouges, on les lock, quoi. On ferme on ferme et on ne peut plus y entrer ni sortir que pour des raisons essentielles. Et bon, ce n'est pas encore le cas en Belgique. Et en fait, la fermeture des commerces en zone rouge, il y en a actuellement de votre côté, des restaurants? Non, il n'y a toujours pas de commerce fermé. Non, dans les commerces, on doit juste mettre le masque, c'est obligatoire. On doit se désinfecter les mains en entrant. On doit prendre un caddie, donc un petit chariot là, hein, pour pouvoir garder une distance d'1 mètre entre chaque client. Mais ils n'ont encore rien fermé pour le moment. Ce qu'on a fermé depuis hier soir, c'est à Bruxelles uniquement. On a fermé tous les cafés et tous les bars. OK. Ils sont fermés pour 1 mois. Pour 1 mois. Mais c'est depuis hier soir, 1 mois, jusqu'au 8 novembre. Tu vois, là, nous, c'est à Et donc, je pense que ça va devenir en Belgique, ou pour toute la Belgique, ça aussi, on va fermer les cafés et les bars pour 1 mois. Je pense que ça viendra à Liège aussi parce que les jeunes ne respectent pas vraiment les gestes barrières et les distanciations sociales. Une fois qu'il est passé 23 heures ou minuit, etc., après quelques verres, ben, les mesures sanitaires disparaissent, quoi. Mais on vit carrément la même chose en ce sens que, tu vois, dans nos zones, on a des zones rouges dans lesquelles ils ont fermé des restaurants et des bars. Les étudiants, comme là d'ailleurs, ça fait un peu l'actualité parce que la semaine prochaine, c'est la mi-session pour nous, donc une semaine de pause. Et là, ça fait un peu l'actualité. Les gens disent, ben là, pourquoi ils ont adopté une mi-session? Pourquoi ils ne l'ont carrément pas annulée? Et pourquoi ils ne ferment pas les régions? Parce que tu l'as vécu, là, on est quand même assez distancés. Et les régions, c'est possible aussi de les fermer pour justement limiter les déplacements. Et là, ça fait partie un peu de l'actualité. Et comme on est dans une zone jaune, ben là, à ce moment-là, les étudiants vont peut-être être tentés de ceux qui viennent étudier, par exemple, dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de retourner dans leur coin. Sauf que c'est quand même pas une majorité d'étudiants que je pense qui viennent de l'extérieur, mais encore là, pendant la mi-session, souvent, il y en a qui peuvent faire la fête. Déjà là, il y a eu des problèmes de party, d'attroupement des jeunes et que ça a été aussi ciblé comme étant une problématique, là. Donc, c'est pas juste typique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais au Québec aussi. Donc, ça va être à suivre par rapport à ça parce que nos jeunes, dans le fond, je ne sais pas s'ils ont conscience de ce qui se passe actuellement sur le plan de l'urgence d'agir parce que sinon, je sais que c'est confiné, mais il faut quand même le faire. Il faut quand même arrêter. Il faut le couper, ce virus-là, sinon on va être pogné avec. Et tant aussi longtemps qu'on n'aura pas de vaccin. Et ici, je ne sais pas si tu te rappelles quand tu as été à Liège dans le carré, hein, le fameux carré où les étudiants font la fête tous les soirs. Ben, une fois que tu arrives dans le carré, on enlève le masque, on fait la fête, on s'embrasse, on oublie un petit peu ce coronavirus. Et bon, c'est logique, ils sont jeunes. Pour eux, ils sont asymptomatiques la plupart. Donc, ils n'ont absolument aucun symptôme et fatalement, c'est plutôt quand ils rentrent chez eux qu'ils peuvent contaminer leurs parents, leurs grands-parents, etc. Mais entre eux, ils n'ont pas vraiment de problème, hein. Les jeunes de 20 ans, c'est pas une population à risque qu'on leur dit tout le temps. Et donc, pour eux, ben, bon, puisqu'on n'est pas à risque, ben, on fait la fête, quoi. Donc, on va espérer que nos… C'est dans l'actualité chez nous.
Oui, ben, tu vois, on vit carrément les mêmes réalités et c'est drôle parce que des fois, on a tendance, tu sais, moi, je suis l'actualité du Québec, de ce qui se passe, puis souvent, il y en a qui vont comparer ce qui se passe dans d'autres pays, tu sais, puis là, le Mhm. privilège de pouvoir parler avec toi qui est en Belgique, qui le vit de l'intérieur, parce que, tu sais, veux pas, la deuxième vague, elle est présente, elle est débutée de votre côté également. Les nombres de cas sont en explosion. Euh, Par Oui, contre, on voit qu'il y a quand même, je ne veux pas dire une stagnation, mais tu sais, la courbe, elle est moins, même s'il y a plus de nombre de cas, ceux que, dans le fond, ceux qui en décèdent et tu sais, le nombre de morts est quand même pas, augmente pas aussi rapidement. Et ça, c'est un peu l'avantage et le bon côté de la chose. C'est sûr qu'il faut qu'ils surveillent le nombre de décès et les soins intensifs parce que sur le plan de la réalité, tu vois, tantôt, en pré-entrevue, on parlait des hôpitaux, dans le fond, le service de santé et que dans le fond, tu me partageais que, dans le fond, vos autorités surveillaient ça justement pour ne pas avoir un engorgement des hôpitaux. Et dans le fond, je t'écoutais, puis c'est comme si j'écoutais notre gouvernement qui dire la même chose en disant, ben, il faut oui. effectivement éviter dans le fond, d'avoir des engorgements dans nos hôpitaux. Et là, c'est là surtout qu'ils ne veulent pas faire de choix de vie. Hein? C'est un peu ça aussi. Donc, tout ça passe par la prévention. Écoute, Jean-Pierre, je compléterai avec une dernière question. Toi qui es très sensible à Oui. l'international, d'ailleurs, on s'est connus avec ça. De votre côté, actuellement, étant donné que la Belgique fait partie de l'Union européenne, dans le fond, est-ce que ça voyage encore entre vos pays, étant donné que c'est facile de voyager, comme par exemple, tu sais, vous avez l'Allemagne qui est à côté. Est-ce que c'est encore, je dirais, bien vu d'aller d'un pays à un autre? Non, pour le moment, écoute, tu sais, j'habite très près de la frontière allemande. Et donc, il y a eu ici, la semaine dernière, une grosse discussion entre la communauté germanophone de Belgique et l'Allemagne, qui sont vraiment voisines, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en Allemagne, mais qui habitent en Belgique. Il y a beaucoup de gens qui vont faire leur shopping en Allemagne parce que c'est moins cher pour certains produits. Mais l'Allemagne a dit stop, parce que l'Allemagne a un des taux de contamination les plus faibles en Europe. Et OK. donc, ils ont dit, stop, on ne peut plus venir en Allemagne pour faire ses courses, pour voir de la famille. On peut venir en Allemagne uniquement pour travailler ou pour étudier. Et puis, alors, les habitants de la communauté germanophone qui ont de la famille en Allemagne, etc., ont dit, oui, mais enfin, alors on ne peut plus aller voir nos proches. Et le ministre-président de la communauté germanophone est allé en Allemagne discuter avec les autorités allemandes. Et donc, on peut aller de nouveau en Allemagne pour 24 heures. Donc, pour le moment, l'Allemagne autorise qu'on aille faire nos courses, par exemple, et qu'on revienne. On va voir de la famille, puis on revient. On va travailler, puis on revient. Mais on ne peut plus séjourner. OK. Pour le reste de l'Europe, si tu restes plus de 48 heures dans un pays, donc admettons que je veux aller en France, si je reste plus de 48 heures, à mon retour, je dois remplir un formulaire sur le site des affaires étrangères belges où j'ai séjourné, combien de temps, avec quelle personne, de telle manière à ce qu'ils puissent me tracer et ils me demandent de rester 7 jours en quarantaine au retour. OK. Donc, ça veut dire que de moins en moins de gens voyagent pour le moment. D'ailleurs, les compagnies aériennes sont en train de faire faillite. Les agences de voyage font faillite. On a un nombre de faillites dans le secteur du tourisme qui est assez affolant parce que les gens n'osent plus voyager. L'Espagne, personne ne va y aller. L'Espagne est typée, elle est rouge partout, quoi. Donc, plus personne ne veut aller en Espagne alors que c'était la première destination touristique européenne. Donc, c'est vrai que pour le moment, le secteur HoReCa, comme on dit chez nous, donc le secteur des restaurants et des bars et le secteur touristique sont vraiment en très grande difficulté financière. Est-ce que le gouvernement belge a offert de l'aide financière, des mesures pour ces Oui, secteurs d'activité-là? ils ont donné des aides financières lors de la première vague. Donc, par exemple, pour te donner un ordre de grandeur, un restaurant, par exemple, recevait une aide financière de 5 000 euros de la part du gouvernement lors de la première vague. Alors, 5 000 euros, ça peut paraître beaucoup, ça fait à peu près 75% en dollars canadiens, quelque chose comme ça, disons 3 500 à 4 000 dollars canadiens, quelque chose comme ça.
Ça peut paraître une grosse somme d'argent, mais pour des gens qui ont des loyers à payer, des remboursements de prêts bancaires, etc., ça ne couvre pas leurs frais. Et donc, ils ont très, très peur de la deuxième vague ici, en disant, d'abord, est-ce qu'il y aura encore une aide financière? Ça, on n'en sait rien pour le moment. Et deuxièmement, ils sont déjà dans le fond du trou. Est-ce que ça va leur permettre de survivre jusqu'à la fin de la deuxième vague? Et donc, beaucoup sont dans l'incertitude. Ah, c'est bon ça. Ben écoute, merci Jean-Pierre. De Merci rien. d'avoir pris le temps qu'on puisse parler un peu de la rentrée du coronavirus. Je sais qu'on est un peu saturé du sujet, mais je trouvais ça intéressant qu'on puisse échanger sur, dans le fond, les comparatifs parce que, tu sais, vous avez des codes de couleur, on a des codes de couleur. Vous avez réagi justement dans certains secteurs dans la première vague, on a fait la même chose. Dans notre réalité comme prof, on est obligé d'y aller justement avec la formule hybride. De notre côté, par contre, un peu plus, souvent c'est un peu plus d'enseignement à distance. Notre réalité avec les étudiants, justement, qui sont un peu plus stressés, qui sont dans le milieu dans le fond, ils veulent faire la fête, ils veulent s'amuser. Donc, on s'aperçoit que finalement, on a à peu près les mêmes, dans le fond, les mêmes problèmes, les mêmes réactions aussi d'une certaine façon. Il y a peut-être juste dans la façon je dirais, de déclencher quand c'est le temps, par exemple, d'aller se faire tester. Nous, nous y sommes allés parce que il y avait une éclosion dans l'école secondaire de mon garçon. Il est arrivé avec des symptômes et mon plus jeune s'est ramassé à peu près en même temps avec les symptômes. Fait qu'on s'est dit, bon, on va aller se faire tester. On a des cliniques, dans le fond, sans rendez-vous. On peut se Oui, présenter là et on passe le test et ça a pris 3 jours. On a reçu notre résultat. c'est ça. C'était Super. négatif. Ça nous a permis de continuer dans nos affaires. On avait gardé nos enfants de façon préventive à la maison. Par contre, Exactement. on ne savait pas retourner à l'école. Ah ben, j'ai été vraiment heureux de te revoir. Hein. Je constate qu'on parle toujours la même langue avec un accent différent. Mais, Mais mais c'est sûr que les gens qui vont écouter le balado vont comprendre ce que tu dis. ouais, Peut-être juste les chiffres que je vais traduire pour que les c'est gens ça. puissent comprendre. Mais hormis ça, tout fonctionne bien. C'est encore un plaisir de te reparler, mon ami. Et ce sera un plaisir de vous revoir en Belgique et tu peux dire à tes étudiants que Elmo serait très heureux de les accueillir le jour où le coronavirus nous laissera tranquilles. Tout à fait, parce que c'est vraiment tout un. Moi, je sais que ça l'a marqué. C'est pas pour rien d'ailleurs que j'y suis retourné une deuxième fois. Ouais. J'avais vraiment apprécié l'environnement. Liège, c'est vraiment. D'ailleurs, je fais des boulets liégeois depuis ce temps. Par contre, là, j'ai plus le sirop. Le sirop, ah oui. Il faut le sirop. Si on n'a pas Si le je sirop, reviens au Québec, je t'en amènerai. parfait, c'est quasiment obligatoire. À cette heure, si je connais des gens belges qui vont qui viennent ici, je leur demande de m'en apporter. Quoique j'en connais pas une tonne. C'était pas mal le principal que je connais là-bas. En passant, sur le plan des équipes sportives, là, vous avec le Ouais. foot, tout ça, est-ce que Ouais. c'est arrêté, ça? Est-ce que ça joue encore au football? Ben, on joue encore à huis clos. Donc, ils jouent, il n'y a pas de spectateurs dans le stade ou très très peu. Et donc, c'est un petit peu compliqué pour les joueurs. Ils n'aiment pas trop tout ça. Et puis, alors, s'ils ont 7 joueurs qui sont contaminés pour tout le club, les matchs ne peuvent être joués. Donc, ils sont très très surveillés. OK. Et donc, l'ambiance est aussi un peu anxiogène. Ah, nous, c'est la même chose pour le hockey. Ça a recommencé, quoique là, tu sais, avec les zones rouges qui ont été Ouais. déclarées. Donc là, il y a des équipes en zone rouge, des équipes en zone jaune, et là, en zone orange. Et là, bon, ils ont commencé à sévir en quelque sorte. Ben oui. C'est pas une belle période pour l'anxiété Non, non. Mais collective. c'est une belle période pour rien parce que moi, c'est ma dernière année comme coordinateur international et donc je ne peux pas voyager. Donc, c'est un peu compliqué pour tout. Et donc, l'année passée, j'ai encore été en Finlande juste avant le confinement. Et ça a été mon dernier voyage à l'international. Ça m'a permis de conclure un contrat avec les Finlandais. Et j'ai 2 étudiantes en Finlande pour le moment en Erasmus. Donc, c'était un plein succès. Mais depuis lors, je n'ai plus bougé de Belgique. J'ai passé mes vacances, on devait aller en Pologne, on est resté en Belgique. Donc voilà, on essaie de suivre les règles, même si elles sont parfois pas très amusantes à suivre.
C'est bon, Jean-Pierre. Écoute, on se redonne rendez-vous. J'aimerais ça, si ça te tente, qu'on puisse se reparler d'ici Ah oui, oui, Noël. Et à ce moment-là, on parlera de sujets qui vont être autres que le coronavirus et la fameuse rentrée. exact. Mais justement, je vais aller avec une dernière question que je Ouais. t'ai posée. Comment tu as trouvé ça, toi, la rentrée scolaire avec tes étudiants dans ce contexte de coronavirus-là? Ah, ben, comme je l'ai dit, j'étais très content de les revoir physiquement, tu vois, c'était vraiment très agréable de se retrouver dans une classe, pas derrière un ordinateur, parce que moi, je vais t'avouer que mes réunions, mes délibérations, mes examens, mes cours, tout ça via l'ordinateur. Au début, ça peut être un peu amusant parce que tu ne bouges pas de la maison et tu fais ça quand tu veux, c'est un peu relax, cool. Mais pour finir, je ne savais plus voir mon ordinateur. Revoir les étudiants, moi, ça m'a fait beaucoup de bien et je crois que eux aussi. Et donc, on espère vraiment qu'on ne va pas nous obliger à retourner en full présent, en full online, pardon, parce que ce serait, je crois, très, très, très triste pour tout le monde. Non, effectivement, ça, c'est vrai. Mais par contre, le bon côté du online, tu sais quoi? C'est qu'actuellement, tu es en Belgique, moi, je suis au Québec, on Ah, est capable de ça, se c'est vrai. puis on a du plaisir à le faire. Quoique, c'est pas à cause du coronavirus, là, on le faisait même v'là 2 ans quand on a commencé en fait, v'là 3 ans quand j'ai fait mon premier voyage, ainsi de suite, à se parler comme ça à distance. Fait qu'on Ouais, se voyait déjà. Alors, Jean-Pierre, je te remercie beaucoup. Très généreux de ça ton fait plaisir. Ah euh, ben Benoît, on se donnera des petits rendez-vous Zoom de temps en temps, ça fait plaisir. ben oui, c'est sûr. Puis tu salueras Marianne et la famille de ma Et part. toi, pareil avec Nadine et les enfants. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de similitudes avec le Québec, avec ce que l'on vit, autant sur le plan de la distanciation, de la dynamique de cours, quoique eux, ils sont obligés d'avoir le masque en tout temps dans les classes et les enseignants doivent, dans le fond, travailler avec un masque. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon deuxième invité. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. OK, alors bonjour Magali. Merci d'avoir pris, en fait, merci de prendre le temps de te porter au jeu de ce balado qui est offert justement aux étudiants, puis je dirais même à la communauté collégiale ici au Québec, et même chez vous. Donc, je présume que tu pourras partager auprès de tes étudiants notre Mes entretien. étudiants, tout à fait. Bonjour Benoît. Ben, écoute, je suis contente aussi de te retrouver après une longue période, hein, depuis ma visite à Chicoutimi. Tu vois, ça fait 18 mois maintenant. Donc, ouais, non, c'est sympa de se retrouver. Déjà rapidement, donc tu as déjà rencontré nos étudiants, sauf qu'il y en a qui ne te connaissent pas. J'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes là, pour que tu puisses te présenter, pour que les gens puissent te Oui, connaître. bien sûr. Donc mon nom, c'est Magali Muraro. Donc, j'enseigne principalement le marketing à l'IUT de Reims-Chalon-Charleville. Donc, c'est dans le nord de la France. En fait, on est limitrophe dans le quart nord-est, hein, pour situer à peu près. Et moi, je suis en poste à Charleville, donc, puisque l'IUT de Reims a plusieurs sites. Donc, l'IUT de Reims, en tout, c'est environ 2600 étudiants. Donc, tu vois, je pense similaire au cégep de Chicoutimi, je pense en effectif, peut-être un peu plus petit. Et sur le site de Charleville, à l'IUT, donc on a 300 étudiants, donc une petite structure. Donc effectivement, on a principalement des étudiants qui sont en DUT et licence, donc qui correspond à la deuxième et troisième année du cégep, hein, globalement, pour situer notre public, si tu veux. C'est bon. Puis, en plus, je suis content que tu aies accepté qu'on puisse, dans le fond, se parler sur une base quand même régulière. Donc, on a comme convenu ensemble de se reparler peut-être environ 4 semaines, donc une fois par mois à peu Mhm. près. Et on verra par la suite selon ta disponibilité. Je vais être très curieux de ce qui se passe, notamment en France, parce que ce qu'on vit actuellement, c'est quand même un moment, je dirais, historique, hein, le Mm. contexte de la pandémie. Et en fait, on a tous, je dirais, un vecteur commun, c'est-à-dire l'enseignement, et on a à cœur nos étudiants. D'ailleurs, c'est un peu l'objet de cette première rencontre. Je me questionnais justement à savoir comment ça se passe en France, comment ça s'est passé chez vous, la rentrée avec vos étudiants. Comment ils se sentent, comment vous autres vous vous sentez comme professeur. Alors, je te laisse sur cette première question. Cette première question, je te remercie. Mais écoute, nous, on en est à 6 semaines de la rentrée, hein, là à peu près, que ce soit pour les scolaires, les lycées, donc le secondaire québécois ou les étudiants. Bon, on est dans notre
Deuxième vague aussi, hein, clairement, avec un nombre de tests qui augmente. Bon, difficile à comparer avec la première vague parce qu'on fait beaucoup plus de tests qu'on ne l'a fait au mois de mars-avril. Donc, forcément, il y a plus de cas positifs parce qu'on teste plus. Alors, dans les Ardennes, si je parle vraiment du lieu où moi, nos étudiants évoluent, on a été quand même très longtemps préservés. Très longtemps préservés, si tu veux. Alors, on était simplement en zone de vigilance jusque-là, dans les Ardennes. Alors certains, peut-être se plaisaient à penser que c'était un petit peu notre côté village gaulois, tu vois, qui résiste. Bon, je pense que c'est simplement une histoire de densité, puisque les Ardennes ont une densité très faible. On est à peu près à 50 habitants au kilomètre carré, donc c'est très peu. Donc c'est probablement pour ça qu'on a été préservé pas mal jusque-là. Et donc il y avait les Ardennes et l'Aisne juste à côté qui étaient encore en zone, juste de vigilance toute simple. Mais on avait autour, notamment Reims, Lille, tu vois, des zones qui étaient déjà, rouges. Mais Alors est-ce que de votre côté, vous avez une classification de couleurs? Je sais que nous, au Québec, là, le gouvernement a décidé de prendre la carte du Québec par région puis de dire, bon, OK, vous allez être en zone verte, en zone jaune, orange et rouge, pour classifier un peu cette. Oui, c'est similaire. Écoute, nous, ça dépend du nombre de cas confirmés pour 100 000 habitants. Donc, c'est une classification. Et là, il y a une carte du territoire qui va de gris, rose clair, rouge et vraiment bordeaux presque noir, quoi, si tu veux, en fonction des. Ce qui concerne surtout plutôt les grandes métropoles aujourd'hui. Il y a déjà des zones vraiment sévères comme ça. Donc, par rapport à ça, si tu veux, au niveau de l'IUT, je trouve que la rentrée s'est passée plutôt en douceur. Moi, je trouve que l'université de Reims et l'IUT, puisque l'IUT dépend de l'université, hein, c'est une structure commune. Moi, je trouve qu'ils avaient enfin, on a bien anticipé. Ils ont mis en place quelque chose qui a été réfléchi en amont. Dès juillet, par exemple, on savait que les cours magistraux en amphithéâtre ne reprendraient pas, hein, en présentiel, qui seraient en distanciel. Et donc, on savait aussi que les cours allaient être en formule mixte, c'est-à-dire la moitié des effectifs en présentiel, puisque nous, on a des groupes de 30 à peu près, donc quand même des effectifs assez importants, Ça et ressemble un peu l'autre près à ce que moitié, ça. un peu plus que vous, je pense quand même, au cégep, souvent les groupes sont plus petits, me semble-t-il. Ça dépend des programmes, mais comme nous, en Oui, comptabilité et gestion, là, on va se situer aux alentours d'une trentaine d'étudiants. Là, des d'accord, fois, oui, donc on est sur un dépendant- format. on se ressemble là, dans nos Ouais, formes. un format assez proche. Donc, tu vois, on faisait en gros 15 maxi en présentiel, 15 en distanciel, et les étudiants tournent une semaine sur deux. Donc, une semaine, ils font cours chez eux, une semaine, ils sont à l'IUT. Alors, bien sûr, mode dégradé quand même, pas aussi bien que quand on a tout le monde en présentiel, mais je trouve que ça permet de faire la rentrée dans de bonnes conditions, que les primo-arrivants prennent leurs repères aussi, parce que c'est vrai que quand on arrive en première année dans un nouveau cycle, c'est quand même pas évident d'être en distanciel dès le début. Donc ça se passait plutôt bien. Mesure aussi sur le sport universitaire, on n'a pas du tout remis en place les pratiques sportives à l'université. Donc tu vois, un certain nombre de choses qui étaient quand même, je trouve, plutôt bien anticipées, bien organisées. Du côté de Reims, ils sont passés en plan rouge plus tôt que nous, hein, Est-ce puisque qu'ils ont plus d'étudiants? Il y a plus de cas? plus d'étudiants, beaucoup plus d'étudiants, oui, oui, donc forcément. Et puis, enfin, ce qui se passe au niveau de l'université, de l'IUT, c'est le reflet des taux de contamination extérieure, bien évidemment, hein. Donc même si on met en place des mesures qui, moi, me paraissent, réfléchies, raisonnées, on subit aussi l'environnement extérieur. On n'est pas un îlot isolé du reste, donc nécessairement, ça impacte. Et donc, effectivement, bah, là, on a nos premiers cas qui arrivent, donc questionnement sur ce qui va être mis en place. Les étudiants appréhendent, hein, comme on a pu enfin moi j'ai pu en discuter avec eux, sur les 2 dernières semaines. Ils appréhendent une enfin des cours qui ne seraient qu'en distanciel, hein. Ils nous disent bien qu'ils ont besoin d'avoir le contact avec les professeurs, de se voir, qu'ils vivent assez mal la semaine à la maison. Alors moi je le comprends aussi parce qu'en tant qu'enseignant, je ne sais pas comment vous procédez, mais quand tu as une partie des étudiants qui sont là et une partie en distanciel, spontanément, intuitivement, on s'adresse davantage à ceux qui sont présents physiquement.
Ouais, Il ben, faut vraiment faire un effort, tu vois, pour. oui, le feeling, la gestion de la classe est différente. Moi, j'ai un cours comme ça en formule hybride, là, c'est-à-dire j'ai la moitié en Mmh. classe, la moitié en ligne. Par contre, là, ce que je trouve agréable, c'est que les étudiants en ligne participent autant que les étudiants qui sont en classe. Et moi, j'ai remarqué notamment comme professeur, quand je m'adresse à des étudiants en présentiel, je pense que mon cours est largement supérieur que lorsque, par exemple, je suis à 100 en ligne. Pourquoi? Ben, parce que cette interaction-là avec les gens, on est capable d'avoir plus le senti. Souvent, ce que Mmh. j'essaie de faire, moi, quand sont juste 100 en ligne, je leur demande, pouvez-vous ouvrir vos caméras? Et là, Oui. Mmh. je suis capable d'avoir un peu ce ressenti-là, mais c'est jamais pareil comme quand je donne une prestation devant une salle de classe. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je vais m'habituer, quoique ma version de mes cours en ligne est quand même très acceptable à mon avis, là, dans le sens que je pense être capable de Puis tu as rendre du ça intéressant. feedback. Oui, tu as du Oui, feedback, j'ai donc du tu feedback, mais tu sais, c'est justement ça, cette relation-là, cet échange-là. Donc, tu vois, quand tu parles que les étudiants appréhendent, dans le fond, le fait d'être à distance, je pense que nos étudiants, dans un certain sens, ont aussi cette appréhension-là. Déjà là que pour certains, ils suivent des cours majoritairement en ligne déjà. Parce que nous, notre plan je dirais, de la rentrée avait déjà été adopté en juin. On savait c'était quoi les lignes directrices, de quelle façon qu'on devait procéder. Et le Cégep a d'ailleurs conservé cette ligne-là à l'entrée, même s'il y a eu, par exemple, pendant l'été, des mesures de déconfinement. Mmh. Là, avec la Donc deuxième vous vague, avez une partie il y a de l'hybride aussi avec un même groupe séparé en 2 ou c'est des cours entiers à distance ou en présentiel? Alors comment vous organisez? il y a des cours entièrement en ligne et il y a des cours justement en formule hybride. Et on s'est donné comme une ligne de conduite par département. Et là, selon justement les besoins du cours, selon les besoins Mmh. des étudiants, donc on jugeait, on a pris une formule qui nous représentait le mieux, qui nous permettait justement de maximiser cet enseignement-là. Et là, il y avait un processus aussi d'acceptation avec la direction là, pour s'assurer qu'on respectait justement les normes sanitaires. Mmh. Euh, Mais c'est vrai que je te rejoins quand tu dis: «Ça dépend des cours». J'ai une collègue par exemple qui enseigne bon moi j'enseigne le marketing principalement et le management de projet, hem, ça passe bien en distanciel. J'ai une collègue qui est en comptabilité. C'est quand même beaucoup plus difficile en distanciel par rapport à des éléments de calcul, tu vois? De difficultés où les étudiants vont avoir besoin d'un accompagnement plus proche ou plus individualisé. Voilà, ça dépend des cours, hein, tout à fait, c'est vrai Effectivement. que c'est Puis on a un mmh. défi aussi, et puis ça, on en parle peu, mais tu sais, les professeurs, là, et ce que je m'aperçois quand je parle avec d'autres collègues, justement, comme avec toi, c'est que, tu sais, quand on est habitué de donner notre cours ou nos cours et qu'on, tu sais, on a comme nos habitudes, on a notre processus de travail notre système de travail qui est déjà placé. Mais là, ce qu'on nous demande avec l'enseignement à distance, c'est de revoir, dans le fond, nos processus, de revoir notre façon de faire et ça, dans un délai très, 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 très court. Mmh. Puis ça nous met de la pression. Notamment, on entend beaucoup plus de fatigue qu'à l'habitude à pareille date, là, si on compare Mmh. session par C'est session. vrai. Mmh. C'est plus difficile, dans le fond, dans cette adaptabilité-là. Et j'ai hâte de voir dans le temps, notamment avec la session d'hiver, comment ça va se transposer. Justement, de votre côté, comment les profs, comment est-ce qu'ils se sentent là, étant donné que vous êtes, dans le fond, poussés vers l'enseignement à distance avec des formules mixtes, comme tu mentionnais, comment vous vous sentez, vous autres, les profs en Bah, France? écoute, c'est difficile de faire une généralité, c'est un peu comme les étudiants, chacun a sa sensibilité. Ce qui est certain, c'est que ce qui revient souvent, c'est la difficulté, à faire les cours avec le masque, puisque nous, on a enfin, je pense comme vous, à la fois la distanciation physique et le masque qu'on garde toute la durée du cours Donc, dès donc qu'on là, est sur toi, site. t'enseignes avec le masque Alors, en sauf quand classe. on est complètement en distanciel et c'est pour ça que moi j'ai une petite préférence à la limite parce que comme tu dis, quand les étudiants mettent leur caméra que nous aussi, on est sans masque, on a quand même toutes les expressions du visage. Tu vois si les étudiants accrochent, si tu as l'œil vif qui te suit, qui a compris Mhm. ou s'il est un petit peu en retrait et que tu peux restimuler un peu, tu vois? Donc tout ça, tu peux le capter, en visio. Quand on est à l'IUT, on a quand même tous le masque et alors je j'ose même pas imaginer pour les professeurs de langue. D'ailleurs, mes collègues me disent que c'est compliqué, tu vois? Le cours d'anglais avec le masque, l'élocution, c'est déjà pas toujours évident donc donc ça rajoute de la difficulté. Donc à titre personnel, je ça pèse beaucoup, hein. La fin de la journée, quand il y a eu beaucoup d'heures de cours où il a fallu supporter le masque
la distance, être attentif à tous les gestes. Je trouve qu'il y a une pression quand même, psychologique qui est là et je me sens beaucoup plus à l'aise en distanciel. OK. Même si pédagogiquement on avance un peu moins vite, mais je trouve qu'on bosse bien quand même, ça avance Oui, puis et puis l'utilisation de la les technologie, quand tu le maîtrises, la technologie, là, que ce soit Zoom ou l'autre c'est quoi les plateformes que vous utilisez? nous on utilise, Teams, Microsoft Teams principalement, à l'université qui marche plutôt bien et puis à côté de ça, on a, une plateforme qui s'appelle Moodle, tu vois? De plateforme de cours en ligne où on peut télécharger des documents, mettre des devoirs qui rendent en ligne, faire des tests. Donc j'imagine, d'après ce que tu m'avais montré quand j'étais venue en visite chez vous, voilà, c'est des outils similaires, mais il y a quand même des supports. Effectivement, l'investissement, mais finalement, cette période-là est passée. Ça a été en mars-avril, quand on a confiné, on a tous eu voilà, une grosse pression que tu évoquais tout à l'heure, parce qu'il fallait maîtriser des outils auxquels on n'était pas préparé du tout. Mmh. Les étudiants non plus, ça nous est tombé dessus comme ça. Il a fallu maîtriser des outils, en se débrouillant un petit peu, en se dépatouillant un peu chacun de son côté, quoi. Donc ça, c'était pas évident. Mais là, on sent que ça s'est structuré. Il y a des services pour nous aider à le faire. Donc c'est voilà, pour moi, on est prêt. Finalement, c'est ça que je trouve agréable, c'est que, voilà, si demain on nous dit: «Bon, ça va pas, ça les chiffres flambent, faut qu'on repasse tout à distance», maintenant, moi, je me sens prête. OK. Et C'est je sûr que pense que les étudiants le sont aussi, même s'ils en ont pas envie. puis on a aussi eu le temps de penser. Je sais que, tu sais, plusieurs en fait, de mes collègues, ont déjà pensé à cette alternative-là en Mmh disant, mh. ben oui, on donne le cours dans cette formule-là. D'ailleurs, les cours qui sont déjà à 100 en ligne sont déjà pensés comme ça, donc Mmh. il n'y a aucun changement. Dans le cas, par exemple, du cours hybride que je donne, moi, j'ai mentionné aux étudiants, ça va être le même cours, sauf que c'est juste que vous ne serez plus en place. Il y en a qui sont déjà en ligne, et ainsi de suite. Donc, le changement va être moins difficile. Mais je voudrais revenir sur une chose, Magali, en lien avec les étudiants. Eux, dans le fond, comment ça se passe de leur côté? Tu sais, ils viennent dans leur cours le jour. Est-ce qu'ils continuent à faire la fête? Comment est-ce qu'ils. Non, Tu c'est mets parce le que. doigt sur le point essentiel. OK, non, mais c'est parce que je me pose la question. Souvent, on parle de faire la Surtout qu'on fête. doit avoir les mêmes. Je pense qu'on a les mêmes étudiants. Ben, Non, écoute, écoute, non, clairement, et alors, tu vois, j'en ai discuté avec eux et puis si tu veux, dans le cadre de mon cours de marketing, à un moment enfin, on va aborder là, d'ici une semaine, le cours sur le risque perçu chez le consommateur. OK. Donc de fait, lien direct avec le cours, je leur ai, fait un petit test très rapide pour qu'ils évaluent par eux-mêmes leur perception du risque de contamination par le covid. Et alors ce qui m'a assez surprise d'ailleurs, c'est qu'en termes de probabilité d'attraper la maladie, la plupart perçoivent une probabilité moyenne à forte, c'est une échelle de 1 à 7, tu vois? Donc ils sont autour de 5-6, hein, alors ça dépend bien sûr, c'est très individuel, mais sur la gravité, ils sont tous très conscients que ça peut être très, très grave pour eux et leur entourage, donc là, aucun souci. Très conscients aussi du fait que, les mesures, elles sont enfin, à l'IUT rassurantes. En revanche, ils relèvent plein d'ambiguïtés comme, «Bah, oui, mais après quand on déjeune, on n'a plus le masque et puis, on fait la fête le soir, on se voit». Donc ils sont vraiment, et même critiques par rapport aux mesures du gouvernement en disant d'un côté, on prend les transports en commun, mais de l'autre on ferme un bar. Quel est le sens? Donc on sent un esprit critique quand même assez, présent. Donc tout ça, alors moi j'ai été surprise que je pensais qu'ils seraient moins conscients du risque. Tu vois, en général, chez les jeunes, on sent le risque d'être malade beaucoup plus loin que quand l'âge avance. Mmh. Eh ben non, là-dessus non. Alors c'est peut-être l'effet des médias aussi, hein, bien évidemment. En revanche, ça s'arrête à l'intention, tu vois, à l'attitude, mais on va pas jusqu'au comportement parce que, il là, on a eu un cas là et effectivement quand tu les entends, ils partagent quasiment, ils boivent dans la même tasse de café, quoi. Enfin, je veux dire, tu te dis: «Mais c'est pas possible». Enfin, alors bien sûr pas tous, hein, encore une fois, il y en a qui sont alors en cours, ils sont super, ils portent le masque, ils passent le gel, tu donnes la lingette, passer la table, ils astiquent tous leur table, hein, donc il y a aucun souci, quoi. Ils sont très raisonnables. Mais Pendant dès les qu'on cours sort, et voilà, ça l'explose. et voilà, et là, c'est la principale source de contamination très probablement, quoi. Ouais, c'est un contexte qui est similaire, ici au Québec, là, dans le sens que
Les étudiants sont très. D'ailleurs, ça a fait de l'actualité pendant la semaine parce qu'étant donné qu'on est rendu à la mi-session, les gens disaient OK, ben là, est-ce qu'il faut empêcher les gens d'aller dans leur région si, par Mm. exemple, leur région sont classées zone rouge? Donc, nous, zone rouge, là, il y a des fermetures de bars, de restaurants. Ouais, Tu sais, c'est similaire. c'est là où c'est le plus. Fait que là, bon, le gouvernement prenne des décisions. Comme là, par exemple, je pense que c'est à partir d'aujourd'hui, du moins, ils l'ont annoncé hier en fin de journée, que le parc des Laurentides allait être fermé. En fait, il allait y avoir un barrage, dans le fond, pour contrôler les allées et venues. Et ça, c'est quand même pas une mauvaise chose parce que nous, on est quand même, tu sais, tu as vu là, au Canada, le Québec est très, très grand, très, très vaste. Donc, dans le fond, la densité de population est beaucoup plus grande, ce qui fait en sorte qu'on a de la place. Et par contre, quand on veut aller d'une région à une autre, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des déplacements quand même assez importants, des fois 1 heure, des fois 2 heures de voiture, tout Mhm. dépendant des Oui, régions. j'ai expérimenté ça pour aller à Québec. Combien? 1h30, 2 heures? 2 heures. 2 heures. Alors, c'est un contexte comme ça qui fait en sorte que, bon, ça peut être avantageux, mais il faut être capable aussi de limiter ces fameux transports-là. Écoute, Magali, on va se souhaiter une meilleure, en fait, une bonne fin de session. Est-ce que tu avais des choses que tu voulais rajouter sur votre entrée, dans le fond, sur votre, comment, tu sais, sur le déroulement de la rentrée? Tu me disais que ça s'est quand même bien déroulé, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des ratés que tu as constatés dans votre milieu que tu voudrais me partager en conclusion? Les Ou... ratés, c'était principalement des problèmes informatiques, tu vois, d'étudiants qui, comme les inscriptions étaient récentes, qui n'avaient pas encore leurs accès, qu'il fallait rajouter, qui n'accédaient pas au groupe. Donc la première semaine a été compliquée au plan des accès à distance. Une mise en route, voilà, mais voilà, qui sont résolues maintenant. Mais effectivement, oui, ça a pu. Et la connexion Wi-Fi, comme vous dites, là. Oui, Quand- mais pas que la connexion, si tu veux, l'enregistrement des étudiants dans les bons groupes. OK. Tu vois, Ça a pour été. qu'ils accèdent aux cours en ligne. En fait, c'était plus un problème presque lié à l'administratif parce que les inscriptions se font un peu, ne sont pas toutes terminées quand on rentre. Tu vois, il y a encore un Mais paquet de l'accès choses. à Internet, quand c'est le temps de suivre le cours à distance, là, est-ce que les étudiants rencontrent régulièrement des problèmes? Alors oui, maintenant, tu sais, on se dit toujours, quelle est la part de vrai problème ou «Madame, je j'ai perdu la connexion, je suis partie une demi heure, je reviens». Non, mais non, globalement, ça se passe bien, mais effectivement, le contrôle, il faut beaucoup plus être dans la confiance, hein, quand on est à distance, hein, C'est sûr. donc voilà, il faut accepter un petit peu cette perte de contrôle où l'étudiant, il faut qu'il soit plus autonome et qui se prenne un petit peu plus, en main pour poursuivre le cours et qui se motive, qu'il a cherché sa motivation, de manière intrinsèque, quoi, c'est clair. Mais c'est un peu finalement, c'est ça il y aura du bon, on voit déjà du bon parce que je trouve en tant qu'enseignant, on a appris à maîtriser de nouveaux outils. On l'aurait jamais fait sans le confinement, hein, c'est clair. Enfin, moi, je pense pas. Je suis pas une fan de la technologie, donc je ne pense pas. Et puis, les étudiants développent aussi, tu vois, sur l'autonomie, par exemple, sur, la capacité à travailler différemment. Donc, on en tirera quand même des bonnes choses, hein. Il faut qu'on reste, Oui, parce que le ouais, contexte de positif. télétravail, tu sais, là, les avancées que le télétravail a connues, entre autres en situation de crise, je pense que ça va marquer le monde du travail en général. Et va permettre, entre autres, possiblement des aménagements après COVID en disant, ben écoutez, moi, J'espère. Mmh. maintenant, tu sais, quand je suis capable de faire mon travail pas juste dans un bureau, je suis capable de le faire aussi à la maison. Mais encore faut-il que les gens soient en mesure de bien faire la différence parce qu'actuellement, la charge mentale et émotive, elle est quand même plus élevée qu'à l'habitude parce que Mmh. quand je me lève le matin, je vais à mon espace de télétravail, je prends mon café, je démarre ma journée. Et quand c'est le temps de compléter vers la fin de la journée, ben, des fois, je peux continuer jusqu'à 18 h, 19 h, 20 h parce que, bon, j'avais oublié de faire ça. Puis là, tout est facile. Et là, quand c'est le temps de faire une différence dans le sens d'être capable de faire la coupure, ben, des fois, c'est difficile de fermer l'ordinateur, de fermer Mmh. ce qui n'a pas été complété. Tandis qu'avant, bon, quand je suis parti du bureau, je ne retouche plus à mes affaires, je vais retoucher juste le lendemain matin et on va faire avec. Et maintenant, là, c'est un peu, tu sais, C'est le plus mode de travail brouillé, est ouais, c'est différent. ça. Exactement. C'est plus brouillé. Moi, je le ressentais déjà quand même un peu avant, cette différence, cette porosité entre les univers. J'avais tendance à retravailler à la maison le soir donc c'était déjà présent, mais c'est vrai que c'est encore plus fort en télétravail et moi, ce que j'ai ressenti beaucoup,
ça a été très difficile au moment du confinement parce qu'il y a eu des journées jusque 8 à 10 heures, tu vois, connectées à l'ordinateur. Aïe, Et aïe, alors, au niveau santé, je pense que c'est quand même compliqué, tu vois, avec vraiment des migraines, c'est dur. des douleurs même au niveau de la posture que tu tiens. Alors que quand tu es sur site, tu vas voir un collègue, tu passes au secrétariat, tu retournes dans ta salle, à ton bureau, tu as quand même une mobilité qui n'est pas la même, c'est vrai, quand on est. Bon, ouais, non, on va s'y adapter. Moi, j'espère aussi que les entreprises vont être en mesure de capitaliser là-dessus et de ne pas revenir aux vieilles bonnes habitudes d'autrefois, tu vois, et où le télétravail dans certaines entreprises est quand même a une image un peu négative, tu vois, comme si quand tu es à la maison, tu bosses moins, ce qui, à mon avis, est vraiment un stéréotype négatif. Tout à fait. Puis c'est un Et stéréotype qui est ancré en le sens de disant bah, t'es chez vous, c'est plus relaxant. Non, écoute, le gros avantage, je suis capable d'en faire plus dans le même temps. Parce que j'ai pas besoin de partir, de me bah, tu transporter as en pas auto la au route, hein, travail. c'est clair que ça change. Exact. J'ai l'accès quand même, puis j'ai accès avec la technologie. Tantôt, tu parlais de Team. Écoute, Team, là, c'est l'outil le plus. Dans le fond, quand tu veux parler avec ton équipe, là, avec les membres de tes collègues, souvent, écoute, tu es plus connecté des fois avec ça que même quand tu es dans ton bureau, parce que là, tu vas l'appeler, tu vas lui poser une question dans le chat. Là, on va être capable de se voir avec la caméra. Donc, les liens avec les collègues sont souvent plus faciles. Bref, ma chère Magali, merci. OK, donc, Merci à toi, Benoît. on va compléter sur ce mot. Je te laisse le mot de la fin. Merci d'avoir participé sérieusement à notre premier entretien. On va se reparler assurément d'ici les prochaines semaines. Avec plaisir. Donc, je te laisse avec le mot de la fin, Magali. Écoute, merci beaucoup. Ça, c'est le principal parce que franchement, c'était agréable de pouvoir échanger avec toi puis de se dire que nos problématiques, elles sont similaires. Et puis, écoute, je souhaite à tout le monde un très beau week-end, une belle semaine et puis beaucoup de sérénité dans l'appréhension de cette période un peu compliquée, mais qui va forcément nous faire grandir. Exact. Et vous pouvez faire le party, mais tout seul à la maison. Hein, c'est ça qu'il faut, qu'il faut se le dire. C'est ça. Ben, tu sais, je fais des blagues avec mes étudiants. Moi, je leur dis, écoutez, faites le party, mais tout seul. Puis, je vous promets que si vous respectez les règles sanitaires, quand ça sera tout terminé, je vais faire un party avec tous mes étudiants ici au cégep. Là, et là, les réactions, normalement, sont bonnes. Donc, est-ce qu'on va sortir de la COVID? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on va réussir à à les encourager ou à les faire passer de l'intention à l'action? Ça, Voilà. c'est toute la question. C'est là qui n'est pas évident. Donc, merci beaucoup, Magali. On se reparle. À bientôt. Salut. Bye bye. Donc, c'est ce qui complète notre 8e épisode. Merci à Jean-Pierre, merci à Magali d'avoir participé à ce long épisode. Donc, sur ce mot de la fin, c'est quand même assez similaire. Nos jeunes vivent les mêmes défis de distanciation, de party, ainsi de suite, et de s'assurer de respecter les règles, que ce soit au Québec, en France ou en Belgique. Et du côté des professeurs, c'est aussi la même chose. On a des défis à relever, des défis en lien avec la technologie, en lien avec notre méthode de travail, notre façon de faire les choses. Donc, espérons que ce moment de turbulence ne sera que passager. Sur ce, je vous souhaite une bonne mi-session. Bye bye.